dans cet accompagnement qui a duré, ça m'a permis aussi de m'éveiller à ces sujets, de comprendre les impacts, de comprendre les exigences. Donc c'est de l'apprentissage sur terrain. Je pense que dans ce métier-là, comment les engager, c'est leur expliquer et comprendre pourquoi ils le font. Il faut expliquer pourquoi, faut donner une vision positive, il faut expliquer l'impact. On est dans un métier où on va pas se mentir, on se prend des portes. On vient déranger les services. On leur dit pas d'arrêter, mais on leur dit de faire autrement. On est bien placé pour savoir que le changement, changer un être humain ou ce qu'on fait, c'est le plus compliqué. Moi, je pense que l'approche, c'est l'authenticité. Faut pas s'empêcher de le dire, faut juste apprendre à le dire autrement. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Chloé Vinel. Chloé Vinel est la responsable RSE du groupe Talent. Talent, c'est un groupe international de conseil en transformation de l'innovation, de la technologie et du data. Elle est responsable des enjeux RSE pour les 6000 collaborateurs, donc ça englobe tous les sujets environnementaux, sociaux, éthiques, et elle gère des projets par exemple de reporting des PEF, de mise en conformité, CSRD, ISO 14001, ou de certification comme EcoVadis, dont ils ont la médaille d'or, et Great Place to Work. Bonjour Chloé. Bonjour Laetitia. Tu as passé d'abord 7 ans dans les gestions de ressources humaines. Donc il y a eu un changement de carrière, tu es arrivé dans un nouveau métier où tu n'avais pas forcément eu de formation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a attiré vers le métier de la RSE, comment tu t'es formé et est-ce qu'il y a eu un moment décisif dans ce changement de carrière ? Pour moi, je dirais pas que j'ai eu un changement vraiment de carrière. En fait, effectivement, j'ai été dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines, j'ai décidé d'aller plus sur des sujets de projet. Je voulais plus être sur des sujets administratifs. J'avais besoin de sujets d'impact justement, mais sur des sujets plus sociaux. Et il y a déjà 8 ans, les sujets d'EcoVadis étaient des sujets majeurs pour nos clients, et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer donc dans des sujets plus larges que RH grâce justement à la certification EcoVadis, où là j'ai découvert tous les enjeux que pouvait représenter la RSE. Donc j'avais déjà un petit pied dedans sur un penchant très social, effectivement. Donc mon bagage RH m'a énormément aidé pour les sujets à impact sociaux. Et ça fait, je dirais, 4 ans qu'il y a une grande maturité qui a été prise dans ce type de label pour renforcer les enjeux environnementaux. Et je dirais que c'est là où le changement s'est un peu plus fait pour moi, parce qu'il a fallu, que je me forme, que je m'informe, que j'ai une équipe plus renforcée sur les sujets environnementaux. Et comment vous êtes formée rapidement sur ces sujets ? J'ai lu, je me suis documentée. Après, ça a été, on va pas se mentir, ça a été sur le terrain. Et il y a aussi le fait que il y a 4 ans, quand j'ai eu ce poste, c'est la structuration, c'est la décision de l'entreprise qui a souhaité qu'on ait une structure vraiment de nos engagements RSE, qui m'a permis d'aller aussi sur ces sujets. On s'est fait accompagner par un cabinet, et dans cet accompagnement qui a duré, ça m'a permis aussi de m'éveiller à ces sujets, de comprendre les impacts, de comprendre les exigences. Donc c'est de l'apprentissage sur terrain. Apprentissage sur terrain, vous avez grandi un peu avec l'entreprise sur ces sujets, quoi. Ouais, exactement. Et alors, il y a une évolution ces dernières années, un peu comme celle de votre entreprise, sur tous les sujets RSE. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont plus sérieuses, plus engagées, ou comment vous voyez un peu l'évolution des dernières années sur le sujet ? Moi, je sais pas si j'ai une vision très large. Il faudrait définir sérieuse, mais je dirais qu'il y a un peu une mise en place de structure, une mise en avant des performances extra-financières, donc des enjeux sociaux et environnementaux qui est de plus en plus visible sur les sites, dans les témoignages, dans des sujets de différenciation, marketing, des choses comme ça. Donc pour dire qu'ils sont plus sérieuses, faudrait vraiment aller justement auditer les rapports, auditer les actions. En tout cas, il y a vraiment un engouement qui est en train de se créer. Cette approche RSE, comme vous le disiez, elle se structure, elle est de plus en plus visible, et sur toute la philosophie autour de la RSE, vous avez écrit un post LinkedIn il y a quelques mois, je cite, la RSE n'est pas un pôle, la RSE c'est une approche collective.
Elle demande à chacun de repenser sa façon de créer et de penser. Et à l'échelle d'une entreprise, c'est sa façon de produire, de recruter, d'acheter, de former, de communiquer, de célébrer, de se déplacer, de contractualiser, de monitorer et de manager. Faites de la RSE un état d'esprit, une responsabilité à tous les niveaux et non pas d'un service. Fin de citation. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire de la RSE un état d'esprit? Comment on arrive à embarquer les autres dans cette approche, dans cette démarche? Pour moi, ce qui a été décisif et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que il y a 4 ans, mon entreprise a, comme je vous le disais, a mis en place officiellement une structure de ses engagements RSE, donc sociaux, environnementaux et éthiques. Et donc déjà là, c'était un point de départ pour nous. Ça nous a permis d'afficher des engagements, de suivre une ligne directive. Et de là, j'ai pu après analyser, mettre en place un plan d'action et aller voir donc les gens concernés. Forcément, quand il y en a un plan d'action, il y a des parties prenantes. Et pour les engager, faut leur expliquer. Faut de la pédagogie, faut leur donner du sens. Et ça a été de longue haleine, hein, ça l'est encore aujourd'hui. Et puis une entreprise, ça bouge, ça évolue. Donc, je pense que dans ce métier-là, comment les engager, c'est leur expliquer et comprendre pourquoi ils le font. C'est pas juste fais-le. Dorénavant, tu passes plus par ce fournisseur, faut passer par ce fournisseur. Non, faut expliquer pourquoi. Faut donner une vision positive. Faut expliquer l'impact. Et c'est tous les jours en fait qu'on éduque les gens, c'est tous les jours qu'on leur explique le pourquoi du comment, et c'est ça qui fait qu'on mobilise. Je pense que ce qui est important, c'est aussi d'avoir une direction qui va en ce sens et qui soutient les décisions, et on mobilise un jour un petit peu une personne, 2 personnes, 10 personnes, un groupe, un service et ainsi de suite. Cool. Et est-ce qu'il y a un projet en particulier, une initiative dans laquelle vous avez eu un rôle clé, que vous avez envie de nous raconter aujourd'hui parce que vous en êtes particulièrement fiers? Au risque de me répéter, c'est la formalisation de notre stratégie RSE. J'ai pas la prétention de dire que j'étais l'élément clé, mais à cette époque, oui, j'ai été promue directrice de projet pour sur les sujets RSE, pour le déploiement de cette stratégie. Et là, là où je suis fière, c'est que on s'est fait accompagner, mais une fois qu'on a fini l'accompagnement, on est seul face à toute cette structure et tous ces engagements. Et il a fallu que je les mette en cohérence, que je fasse un état des lieux aussi de notre actuel. On est un groupe international, donc il a fallu que j'aille voir en France, au Canada, en Espagne, et c'est tout. C'est justement toute cette étape-là que je vous disais, où il a fallu que j'aille rencontrer les gens, que je leur explique que on avait des engagements, ce qu'on pouvait faire avec. Il a fallu le faire connaître. Donc, on a racheté des entreprises. Je suis intervenue à des plénières de collaborateurs de nouvelles sociétés pour leur expliquer qu'on avait une stratégie. Il a fallu en parler à nos nouveaux collaborateurs. Donc, j'intervenais aussi dans des sessions de onboarding. Et en fait, c'est toute cette matérialisation de passer d'une théorie à la pratique. Maintenant, on a dit qu'on souhaitait s'engager sur ces sujets. Il faut le faire connaître. Et il a fallu monter des contenus. Il a fallu en parler. Et ouais, ça, je pense que ça a été un élément, enfin, en tout cas, j'ai joué un rôle clé. Un élément clé de la stratégie. Voilà. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a eu un échec ou un moment où vous avez pas pu atteindre les ambitions que vous aviez en tête sur un certain projet, ou pas forcément encore d'échec? J'ai pas l'impression d'échec. En fait, parce que je le vis pas comme un échec. Après, ce serait mentir, c'est un peu côté bisounours, j'ai pas d'échec, je rebondis. Mais on est dans un métier où on va pas se mentir, on se prend des portes de temps en temps, pas tout le temps heureusement, mais on vient déranger les services. On leur dit pas d'arrêter, mais on leur dit de faire autrement, de changer. On est bien placé pour savoir que le changement, changer un être humain ou ce qu'on fait, c'est le plus compliqué. Donc forcément, oui, j'ai pas eu d'échec, mais il y a eu des moments où ça a été plus lourd d'emmener. Les gens, ils sont dans leurs objectifs. Moi, je suis dans les miens. Donc forcément, parfois, je peux me retrouver en confrontation, mais c'est là toute l'importance de la pédagogie, c'est là toute l'importance de discuter avec les gens, de créer du contact,
Et donc pas forcément d'échecs, mais des obstacles que vous surmontez avec la communication, avec l'embarquement des collaborateurs et cette pédagogie dont on parlait tout à l'heure. Exactement. D'accord. Et alors, dans votre groupe, vous faites beaucoup de communication sur vos enjeux. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit parfois. Vous avez des labels, des certifications, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'osent pas, qui ont peur de pas être légitimes, soit parce qu'elles sont dans un secteur qui n'est pas vu comme responsable, soit parce qu'elles s'y connaissent pas assez et qui ont peur de faire du greenwashing. Vous, qu'est-ce que vous conseillerez aux entreprises? Est-ce que il y a une approche que vous préférez ou pas? Moi, je pense que l'approche, c'est l'authenticité. Je pense qu'il faut pas s'empêcher de le dire, faut juste apprendre à le dire autrement ou être humble. On peut dire on a mené cette action, mais on continue, mais on n'est pas encore arrivé au bout. On sait que le chemin peut être long. En fait, je me dis que si dans ce cas-là, on parle jamais des aspects positifs, on n'embarque pas, on n'est pas dans une influence positive. Je pense juste qu'il faut faire attention à la manière dont on le dit, la manière dont on l'expose, et être conscient aussi de notre état des lieux, parce que oui, faut pas greenwasher, oui. Ouais. Bah nous, chez Greenly, on a par exemple certains clients qui sont dans des secteurs qui sont connus comme étant pas forcément responsables. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est des entreprises pour vous qui doivent communiquer sur ce qu'elles font, ou alors c'est un cas fini? Non, il y a pas. Alors moi, je fais pas partie, justement. On en discute souvent avec ma collègue qui est dans mon équipe, qui dirige les aspects environnementaux. Elle me rejoint aussi là-dessus. Je me dis, on peut pas. En fait, si on les blacklist, on perd cette opportunité de les changer. Alors que justement, c'est des gens comme ça, c'est des clients comme ça qu'il faut changer. Donc, je dis pas qu'ils doivent se taire. Encore une fois, je dis qu'il faut faire attention à la manière dont ils donnent l'information. Par contre, et forcément, ça voudrait dire, si on leur dit de se taire, ça veut dire leur dire que ça a aucun intérêt presque d'agir, alors que c'est tout dans notre intérêt qu'ils agissent positivement. Donc, un acte positif est un acte positif, en fait. Ce qu'il faut pas, c'est qu'on croit qu'un acte positif efface un acte négatif. Et c'est toujours dans cette démarche qu'on se retrouve. Et c'est toujours dans ces critiques qu'on se retrouve. En fait, ils ont dit qu'ils mettaient en avant les femmes, mais il ferait mieux de s'occuper de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, il y a pas de sujet, ils peuvent avoir de combat, et c'est tout à leur honneur d'agir sur des enjeux plus sociaux. Mais par contre, à mon sens, faut faire attention, encore une fois, comme je dis, de la manière dont c'est exposé. Aujourd'hui, on voit l'évolution de la réglementation qui arrive, notamment pour vous, puisque vous êtes en train de vous mettre en conformité CSRD. Est-ce que vous pensez que ces réglementations vont vraiment mettre les entreprises dans une démarche plus sérieuse et plus engagée sur les sujets de la RSE, ou est-ce que ça va rester quelque chose, on va vouloir cocher la case et dire c'est bon, j'ai fait le minimum et ça me suffit? En fait, il y a deux choses. Il y a sérieux et engagé. Sérieux, ils vont être obligés. La CSRD est exigeante et il y a une forme de structure qu'elle impose qui va leur forcer à officialiser et à encadrer, à structurer leur démarche. Donc, qui va peut-être les engager. Mais ça, pour moi, l'engagement, c'est quelque chose de profond. On peut faire des choses sans être engagé. Encore qu'il y a des soucis de motivation, mais moi, je dirais que dans tous les cas, on ne pourra plus justement que cocher des cases, parce qu'on devra justifier. Donc, soit on l'a fait, soit on l'a pas fait, et il n'y a pas vraiment de cases à cocher dans la CSRD en vrai. C'est juste prendre conscience des risques, de nos impacts, mais aussi de nos opportunités. Donc, en fait, la CSRD, on coche pas de cases. Au contraire, on affiche nos risques sur les enjeux que, par contre, effectivement, la directive nous impose. Mais de là, on en ressort des opportunités. Donc ça se trouve, non, on va avoir des entreprises sérieuses qui vont se retrouver peut-être plus engagées. Après, ce qui est vrai pour moi, elle est peut-être pas pour tout le monde, mais
Oui. J'ose espérer que ça va donner un peu de positif. Donc d'abord de la compliance, les obligations, mais ensuite peut-être que ça va pousser les entreprises à vouloir s'améliorer une fois que tout ça est visible au monde. Oui, exactement. Et alors pour ça, il faut quand même réussir à convaincre des équipes dirigeantes, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes avec beaucoup de différents objectifs, et les objectifs des uns sont pas forcément compatibles avec les objectifs des autres, mais ils sont tous les objectifs de l'entreprise. Alors comment on fait pour aligner cette vision court terme de rentabilité avec un agenda long terme de durabilité? Eh ben, je leur dis que la RSE, c'est de la rentabilité également. En fait, c'est ça, c'est sûr qu'il faut... On rentre encore une fois dans une pédagogie, il faut se mettre à la place de la cible, à qui on parle, quel est son besoin, qu'est-ce qu'il attend. Et moi, je me mets dans cette posture aussi. Je vais pas parler de la même chose à une personne qui est un responsable des achats responsables, à un directeur d'une business unit en data cloud. On va pas avoir les mêmes sujets. Et en fait, je m'adapte à lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Qu'il le rassurer sur le fait que la RSE, ça peut aussi profiter à son business. Et je pense, pour le coup, je pense pas être innovante là-dessus. J'ose espérer que, on fait tout ça sur ces sujets. On s'adapte et on essaye justement d'introduire le fait que la RSE peut être source de business et un business plus responsable. Donc pour ça, il faut quand même que les responsables RSE aient une bonne compréhension des enjeux business et une bonne capacité à communiquer. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que vous voyez pour les responsables RSE qui voudraient par exemple rejoindre votre équipe ou en tout cas aller vers ce métier? Qu'est-ce qui fait un bon responsable ou chef de projet RSE? De l'enthousiasme. Je pense qu'il faut garder son enthousiasme au-delà de sa conviction. Faut vraiment un peu aussi créer du positif, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on peut se prendre des portes, on peut se retrouver en face de personnes qui sont pas convaincues. Et l'enthousiasme et la niaque aussi fait que on lâche pas le sujet, on a envie que la personne en face de nous elle comprenne, que ça lui donne du sens. Et ça c'est sur le savoir-être et sur des qualités personnelles, mais après oui sur des compétences, il faut des capacités de synthétisation, de consolidation, et d'analyse. D'analyse de notre entreprise et savoir s'adapter. Je pense savoir s'adapter, c'est hyper important. Capacité d'analyse, capacité d'adaptation, capacité de communication et optimisme et en tout cas positivisme pour amener un message positif et pas que contraignant pour les autres entreprises. Ouais, et surtout qu'on rentre pas aussi dans des sujets de c'est la fin du monde, donc je pense qu'on est en face parfois de directeurs, ils ont pas besoin d'entendre ça. C'est pas ça qui les fera bouger, de leur dire écoute, faut qu'on change notre façon de faire parce que c'est la fin du monde. J'exagère le trait bien évidemment, mais alors c'est vrai que les enjeux RSE, ça peut être aussi une opportunité de différenciation, c'est pas forcément que des contraintes. Est-ce que t'as des exemples de moments où ça a été plutôt un vecteur de croissance ou des exemples dans le monde où les enjeux RSE ont en fait généré plutôt de la différenciation? Alors au risque de paraître évidente, je pense qu'il y a une société qu'on connaît tous, c'est Patagonia, qui est un exemple où il a intégré la RSE complètement dans son business et qui est un peu précurseur de l'économie circulaire. Bon, peut-être pas précurseur, mais en tout cas qui a été quand même un grand influenceur sur ce sujet. Et moi, je pense aussi à AXA Climate, qui a complètement surfé sur ce sujet de différenciation et qui, pour le coup, est là aujourd'hui un précurseur dans son secteur sur le fait qu'il est l'un des premiers à avoir user des risques environnementaux pour en faire une œuvre de différenciation. Donc oui, forcément, c'est chez eux, ça doit avoir un sujet de croissance et d'innovation. Alors Chloé, selon vous, c'est quoi la place de la RSE dans 10 ans? Et quels sont les changements institutionnels, économiques, sociétaux qu'il faudrait mettre en place pour arriver à cette vision? Alors déjà, moi, dans ma vie, je suis plutôt court-termiste. Je sais même pas moi-même dans 10 ans. Donc j'aurais tendance à dire que
déjà pour qu'il y ait un impact, on parle d'impact économique et la liste que tu viens de dire, il faudrait qu'elle soit avant 10 ans. Donc la place de la RSE, c'est maintenant qu'il faut la mettre en place. Et donc j'espère et j'imagine que ça va être de plus en plus au cœur de l'entreprise. Ok, on passe par du normatif. Peut-être que la CSRD, c'est lourd, mais justement, peut-être que ça va aider les entrepreneurs et les entrepreneuses à se dire que là, aujourd'hui, il faut que la RSE soit au cœur de notre business, au cœur de tous nos départements. Et donc, j'espère que ce sera avant 10 ans. Problème long terme, solution court terme. Voilà, c'est ça. Super, belle note de fin. Alors pour terminer, on va vous poser quelques questions un peu plus personnelles, un peu plus légères, mais toujours en lien avec votre engagement. C'est ce qu'on a l'habitude de faire avec nos invités. Donc d'abord, est-ce qu'il y a un film ou un documentaire inspirant que vous recommanderiez pour mieux comprendre les enjeux environnementaux ? Alors déjà, je vous préviens et je m'excuse, je ne suis pas du tout cinéphile. Donc je regarde pas énormément les films ou enfin si certains documentaires, moi j'en ai pas que un. Au-delà des documentaires, je dirais écouter des experts. En fait, je suis allée des fois à des conférences de personnes que j'aurais pu écouter des heures, notamment une fois Maximilien Rouher sur justement Daxa Climate, sur des sujets de ressources. Il y a des livres aussi qui sont très intéressants. Arte aussi fait des micros documentaires justement pour expliquer les impacts. Il y a des sujets sur France TV de caches d'investigation sur des sujets, et moi c'est un peu tout ça justement qui me nourrit, qui m'inquiète parfois, mais donc je pourrais pas vous en citer un. Et alors, si demain vous changiez de vie et que vous deviez changer de carrière à nouveau, qu'est-ce que vous feriez ? Je sais pas si vous êtes prêts à cette réponse. On est prêts, on s'attache. Les soins énergétiques. Ok. La spiritualité, les sujets comme ça. Très bonne réponse. En lien avec la nature. Avec l'humain, le respect de l'homme et de la nature. C'est pas non plus antinomique. Non, c'est ça va en fait. Super. Et si vous aviez une machine à voyager dans le temps, qu'est-ce que vous iriez changer dans le passé pour que aujourd'hui soit meilleur ? Alors, il y a des sujets historiques dans cette question. Absolument. J'hésite entre la révolution industrielle et la production de masse, toutes ces années, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, où c'est là en fait la surconsommation, l'utilisation de la voiture, l'accès justement à des choses de plus polluantes, l'émancipation de la femme qui a donné aussi des innovations sur l'alimentation rapide. Donc voilà, tous ces sujets après qui sont intégrés, les pesticides, la production en masse, l'achat en masse. Donc si on avait peut-être intégré des sujets plus responsables à cette époque-là, peut-être que ça aurait fait moins de désastres, mais attention, j'ai pas de baguette magique encore une fois. Il aurait peut-être pas fallu annuler tout ça, mais y intégrer dès cette époque les sujets environnementaux. Voilà. On va pas annuler l'émancipation de la femme. Non, pas annuler, pas ça, mais ils ont joué sur l'émancipation de la femme pour en faire... Demain en un mot. Si vous deviez résumer votre vision du monde de demain avec un seul mot, qu'est-ce que ce serait ? S'adapter. Adaptation. Très bien. Est-ce qu'il y a une citation inspirante ou un mantra qui guide vos actions au quotidien ? Oui. Et quelle est cette citation inspirante ? Elle est un peu, elle est à la fois drôle et pas drôle, mais je dis souvent à mes équipes, on n'a aucune chance, alors saisissons-la. C'est joli. Et je l'ai un peu piqué d'un humoriste. De quel humoriste ? De Jamel Debbouze. Dans ses premiers, il y a des années, c'était un humoriste que j'avais... C'était un sketch qui date de quand j'étais au lycée, donc ça commence à dater un petit peu maintenant. Très à jour. Ouais, et voilà, très à jour. Moi, présidente, si vous étiez présidente de la République et que vous aviez les clés en main du pays, qu'est-ce que vous faites ? Alors, si je suis présidente et que j'ai les clés en main du pays, ça veut dire que je suis dans un régime totalitaire. Donc, donc ça veut dire que j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, je pense que si j'ai les clés en main,
Je sais pas si c'est le président d'ailleurs qui gérait ça à lui tout seul, mais ou à elle toute seule. Je pense qu'il y a un gros sujet sur les investisseurs, les banques et les investisseurs, ceux qui investissent dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, à mon sens, ceux qui ont les clés en main, c'est les entreprises, les très grosses entreprises. Donc c'est avec eux. Voilà, exactement. Donc c'est avec eux qu'il faut, c'est eux qu'il faut éveiller, et il faudrait vraiment trouver un nouveau moyen d'investir. Et un moyen de diriger tous ces investissements vers des initiatives plus responsables. Ouais, les pousser justement, les pousser à repenser, à ne pas utiliser les ressources dans leurs limites. Et enfin, est-ce qu'il y a une personne ou une personnalité qui vous inspire dans votre débat, dans votre démarche quotidienne? Mon fils. Très belle personnalité. Très belle personnalité, mais c'est pour lui qu'il faut, parce que c'est lui qui, je pense, va plus en pâtir de tout ça, même si nous on va en pâtir, hein, mais je pense que lui, j'ose espérer qu'il a encore une longue vie, donc ouais, c'est pour lui. Lui, il est inspirant. Très joli mot de la fin. Merci encore Chloé. Vous êtes la responsable RSE du groupe Talent, qui est un groupe en transformation technologique, innovation et data de 6000 personnes dans 18 pays. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode de Leaf Media.